Merci beaucoup. Merci. How about a hand for Clémentine Golzal? Bonsoir, bon, je vais faire un peu le relais entre les questions que vous pourriez avoir en tête, ou que moi en tout cas j'ai en tête, et Chili Gonzalez. Je voudrais, après cette introduction musicale, qu'on parle un tout petit peu de la manière dont vous avez composé cet album, dans quelles conditions vous l'avez inventé, et je crois que ça a coïncidé avec un moment où vous avez conçu dans votre tête aussi cet institut, ce conservatoire de musique qui s'appelle le Conservatory. Je ne sais pas si vous avez dû en entendre parler. Oui, j'en suis très content de parler. Je veux juste être sûr que techniquement, vous entendez bien les voix de moi et de Clémentine sans qu'il y ait cet harcèle. Je crois que c'est Rémi qui gère ça. Oui, voilà. Il est sur le coup. Donc, on attend qu'on nous entende tranquillement avec la beauté de nos voix. Check, check. Je crois que c'est mieux. Vous m'entendez? Et toi, tu peux juste parler? Ouais, moi, je ne peux pas faire check-check, mais... Ok. Voilà. Donc, c'est vrai que j'ai pris une année sabbatique en 2016. C'était une année sans concert, sans interview, sans que je sois devant une caméra, sans de faire des tweets. Tout ce qui peut un peu mener aux chimies du cerveau où je deviens un performeur. Je voulais voir... Ah, come on, Rémi, c'est simple là. Rémi. Do, Rémi. Ok. It's just speaking voices. There shouldn't be any feedback. Ok. Oh. 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 Voilà. Donc j'ai pris cette année sabbatique. Vous m'entendez? Oui. Et au fait, cette année de 2016, je suis devenu artiste. Normalement, je dis que je ne suis pas artiste, je suis entertainer. En fait, j'ai compris quand je suis tout seul, je suis un artiste. Et quand je suis devant les gens, je suis entertainer. Et cette année m'a permis d'aller plus loin dans l'artiste qui est en moi. Oh. Rémi, come on, please fix this. Oh. Ok, merci Fnac. Ok, je vais me concentrer parce que je suis un peu frustré avec le son. Vous m'entendez? Oui. Ok. Et donc, voilà, je suis devenu artiste en 2016 et du coup, j'ai pu aller plus loin dans un peu des projets où je pense pas forcément à mon public. Des trucs je suis devenu un peu plus, comme un artiste, un peu plus égoïste finalement. Qu'est-ce qui va me plaire moi? Avec 20 ans de carrière, comment est-ce que moi je ressens le plus de satisfaction? Et j'avais noté depuis Solo Piano 1 en 2004, qui était un album un peu surprise, que les gens parlaient autrement de cet album que les albums précédents, qui étaient des albums de electro-rap plutôt marrants, comme Gonzales, Uber Alice ou Presidential Suite. J'aime beaucoup ces albums, mais j'ai senti cette différence de comment les gens parlaient de l'album Solo Piano 1. J'avais voulu plus. Et après, en 2014, j'ai fait un livre d'études qui s'appelle Reintroduction Études pour les pianistes lapsés, ce que j'appelle les pianistes qui ont fait 2-3 ans peut-être de cours quand ils étaient adolescents, et qui voulaient redécouvrir, mais qui trouvaient pas le bon moyen pour s'amuser vite au piano avec leur petite connaissance de 2-3 ans de cours.
Et pareil, j'ai reçu des mails et des retours qui m'ont touché plus que tous les standing ovations ou les 4 étoiles, reviews ou n'importe quoi. Quand les gens me disaient que j'ai aidé ceux qui se reconnectent avec la musique, quelqu'un qui m'a écrit qui avait genre 60 ans, qui a voulu jouer le piano pendant 40 ans, n'importe quelle méthode ne marchait pas jusqu'à qu'il essaye bien jouer l'action étude. Ça m'a tellement touché, j'ai dit, ok, c'est ça la direction. C'est de partager encore plus, d'aller encore plus loin. Et c'est un peu l'année où j'ai conçu les morceaux de Solo Piano 3, qui sont des morceaux un peu moins transparents que le premier et le deuxième. Et le conservatoire, c'est vrai qu'il y a une relation entre ces deux projets. Ce sont ces deux projets qui sont le fruit de l'année sabbatique, ce n'est pas une coïncidence. Comment ça se passe concrètement? Donc vous êtes chez vous, à Cologne, tout seul, sans Twitter, sans interviews, tout ça. Comment un morceau apparaît? Vous vous mettez au piano? Est-ce que c'est la première note qui vient en premier? Souvent, en fait, c'est mieux. Allô? Non, c'est... Non, c'est de quoi? C'est moi qui harcèle, c'est ça? C'est moi l'harceleur. Je fais de la musique tous les jours. J'essaie de démystifier un peu le processus musical. J'aime pas l'idée. Une fois, je travaille avec un chanteur français très connu. Je ne vais pas dire son nom. Et il était frustré. Il a dit, j'essaie de travailler, j'essaie de mettre les bougies. Je fais une espèce de... T'as pris le bruit. Maybe I'll tell you after the story. Et il a dit qu'il avait les photos de tous les gens qui lui inspirent. Il a mis des bougies, il a éteint son téléphone. Et je me suis dit, il a trop sacralisé cette idée. Pour lui, c'est tellement un mystère qu'il faut qu'il attende passivement. Et moi, j'étais toujours un peu plus de genre, ok, je vais travailler tous les jours. Comme ça, je me rends compte que c'est pas moi le meilleur juge de ce que je suis en train de faire. C'est avec une distance. Moi, je préfère de travailler tous les jours sans trop passer au stade de jugement ou de perfectionnisme ou de qui suis-je, est-ce que ça me représente, toutes ces questions existentielles. J'ai l'impression que ça peut nuire au moment. Donc, si on fait ça tous les jours, c'est avec du recul, avec l'avis des autres, l'avis de mon public ou mes proches, qui va déterminer si j'avais raison. Des fois, on peut confondre le fait de... Je me sentais tellement bien, je suis sûr que ce morceau est vraiment génial, et finalement, c'est pas le morceau qui va toucher les gens. Et des fois, quelque chose que je fais sur commande en 20 minutes, sans trop y penser, ça devient un truc qui touche beaucoup de gens. Donc, j'ai appris avec le temps, je suis pas le meilleur juge. Donc, je fais ça tous les jours, j'improvise, mais la plupart de mes nouvelles morceaux viennent quand je pianote sur un piano que je connais pas. Le piano en balance, par exemple, quand je fais un warm-up dans une salle de concert, quand je suis chez un ami, quand je suis dans un studio que je ne connais pas, et j'ai 20 minutes un peu pour pianoter, faire warm-up, et souvent j'ai mon téléphone à côté parce que je sais que c'est ça le moment où je peux trouver soit quelques accords, et souvent c'est pendant plusieurs soundchecks. Là, par exemple, j'ai commencé les concerts à Genève il y a à peu près 3 semaines. J'en ai fait 8-9 concerts pour l'album. Et un truc qui m'est venu à Genève, sur le piano que j'ai joué pendant 3 jours. Et là, je l'ai rejoué là, en balance. C'est juste un truc, ça va devenir un morceau dans 3-4 ans, j'imagine. It's very jazzy and a bit like Herbie Hancock-ish, je crois. That's all I have. Mais j'aime beaucoup, et fur et à mesure, sur des soundchecks, sur la balance, il y a un moment où ça va aller encore plus loin. Et là, le moment de finissage, c'est sûrement chez moi, sur mon piano. Mais les vraies étincelles qui deviennent des morceaux, c'est pas souvent chez moi. C'est souvent quand je suis ailleurs. Peut-être parce que les antennes sont toujours un peu plus montées quand on n'est pas chez soi. Donc ça part comme ça de ces quelques notes que vous venez de jouer, et ça c'est le début du morceau, ou est-ce que c'est ce que vous considérez être le cœur du morceau et vous allez construire autour? Je suis pas encore là. Il n'y a pas de processus défini? Ben, disons que si je commence à jouer, je vais commencer avec ça sûrement parce que c'est le seul truc qui existe. Mais à un moment, je vais peut-être écrire une section B, et finalement, avec le temps, en rebossant plus, pas dans l'inspiration,
Pas dans je mets des bougies et j'attends, mais plus dans le vrai travail de tous les jours. Je me rends compte que le B-section est mieux en premier. Voilà, donc, Rémi, excusez-moi, mais là, le Larsen, c'est juste pas possible. Ah, oh, 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 oh. Vous pouvez trouver la fréquence et le baisser. Merci. C'est mieux là, non? Et ensuite, est-ce que vous écrivez ça sur une feuille blanche, vous l'enregistrez? Comment ça... Je l'enregistre surtout dans le disque dur qui est mon cerveau. Et quand je travaille avec un quatuor à cordes, évidemment, il y a un moment où il faut que ça passe au papier, oui, pour des gens qui sont éduqués dans la musique classique. Mais la plupart du temps, non. C'est juste, je me dis, c'est un peu une méritocratie de mémoire. Si je me rappelle de quelque chose, c'est bon. Si j'oublie quelque chose, il y a des chances que c'est pas assez bon. Donc je laisse un peu, je sais pas d'être trop précieux avec chaque nouveau truc que je fais. J'aime bien que c'est presque invisible le travail, que je travaille sur des mois et des mois entiers et finalement je décide de faire quelque chose avec une vraie volonté. Mais j'aime bien que j'ai l'impression que le piano se joue tout seul. Une année sabbatique, ça permet, parce qu'il y a tellement de temps qui passe, je ne sais même pas quel jour c'est en fait, je ne sais même pas si c'est mercredi ou jeudi ou samedi, et finalement le morceau s'achève sans que je rencontre, sans que j'ai vraiment pris cette décision qui est trop souvent dans mon travail. Je travaille sous deadline et pression, et c'est bien, et j'étais toujours dans un truc de dire, ben, c'est comme ça que ça marche, la pression ressort le mieux de moi. Mais après 2016, je suis pas sûr. Il y a quelque chose aussi à... C'est pour ça que je voulais essayer. J'aime bien questionner mes croyances les plus basiques. Et une croyance que j'avais, c'était « pressure is great ». C'est pour ça que j'ai fait des concerts de 27 heures et que je me suis mis en position frustrant, comme playing in the Fnac with a shitty sound system. You know, I'm good under pressure, what can I say? J'ai une question sur le format des morceaux, parce que tous les morceaux de l'album font moins de 4 minutes. Est-ce que c'est quelque chose que vous vous êtes imposé, ou est-ce que les morceaux existent magiquement dans ce format qui est en fait le format d'une chanson pop? Comme le premier album était un peu un accident, ça veut dire que c'était instinctif quand j'ai fait Solo Piano 1 que les morceaux rassemblent à des morceaux pop. Je crois que c'est lié au fait que moi, j'ai pas la patience d'écouter des morceaux très longs. J'ai grandi avec une éducation classique en parallèle que MTV et Lionel Richie qui dansait sur le plafond. Et je me suis toujours dit, j'aime bien les couleurs dans la musique classique, mais c'est vrai, les structures me paraissaient toujours pas très de notre temps. Et I just wanted to make pop music à ma façon, avec mon instrument de prédilection. Et donc, naturellement, sur Solo Piano 1, j'ai fait des morceaux qui durent, des miniatures, on les appelle. Et dans le 19e siècle, il y avait des œuvres monumentales, des sonates, des symphonies, souvent avec des mouvements très longs. 7 minutes, 8 minutes, des fois encore plus longs. Et c'est ces compositeurs qu'on fête le plus, souvent, les monumentalistes. Après, il y a plein de compositeurs un peu oubliés, qui ont fait des miniatures. Et c'était censé être un tout petit peu plus commercial. C'était pour les amateurs, voir les filles à l'époque. C'était un peu, oui, les filles, they shouldn't be playing sonatas, let's give them miniatures. Et vous êtes condescendant, mais en même temps, je crois que c'est plus à mon goût. Donc j'ai le goût d'une fille du 19e siècle, finalement. J'aime bien les morceaux avec 1, 2 bonnes idées, qui répètent, qui développent un peu, mais que finalement, on est dans le même souffle, the rhythm of breath of a pop song, parce que c'est ça qui me rapproche plus à Lionel Richie, finalement. Et sur la fin de ces morceaux, ils se finissent tous, j'ai l'impression, enfin moi, ce qui me vient en tête personnellement, c'est une forme de ponctuation, c'est-à-dire que certains morceaux se finissent en point d'interrogation, d'autres en point d'exclamation, d'autres en point de suspension. D'ailleurs, le tout dernier morceau de l'album, pour moi, se finit en point de suspension, ce qui me laisse penser que peut-être il y aura un 4e solo piano. Je sais pas, ça sonnait pas comme un point final pour moi, mais bon. Ben ça c'est un luxe avec le piano en particulier, parce que le piano n'est pas un instrument vraiment expressif comme la voix humaine ou le violon, où on a du vibrato, on peut changer le son après qu'on le joue.
Avec le piano, en fait, on peut rien faire. Je peux rien faire pour faire vibrer le son, pour trouver la note bleue. Une fois que c'est tapé, c'est un instrument de percussion, vraiment. Mais avec la pédale, au moins, on peut faire qu'il dure plus longtemps. Et ça permet de donner plein de ponctuation, des souffles, comme tu dis, sur l'album. Chaque piano est différent, mais là, on va faire un petit essai. Le son change quand même. On dirait qu'il y a un pédale de reverb ou peut-être un filtre. Et pour moi, ça me donne plein d'idées, des équivalents modernes dans la musique pop ou électro. Finalement, c'est très moderne d'écouter juste un seul accord sur un beau piano comme ça. Donc, c'est déjà beaucoup de musique pour moi. Donc, j'en profite à la fin des morceaux de faire... C'est ça la fin de l'album. Et là, c'est de l'espace. Ça permet les gens qui écoutent d'y penser. Souvent, morceau instrumental, l'avantage, c'est qu'on voyage un peu dans notre tête. On se fait un petit film peut-être. D'ailleurs, un des morceaux s'appelle Kopfkino, ce qui est allemand. C'est un mot qui veut dire le cinéma de tête, le cinéma mental. Pas positif ni négatif, mais tout ce qu'on peut, tu vois, faire dans la tête. Et j'ai l'impression que ça, c'est le moment de vraiment donner l'espace à l'auditeur, récupérer leur souffle, mais pas en silence, quand même en dénouement musical. Ça m'amène à une autre question. Vous êtes anglophone de naissance, vous êtes canadien. Là, on se parle en français très bien et vous habitez à Cologne, donc dans un environnement germanophone. Est-ce que la langue qui vous entoure au moment où vous travaillez, la langue que vous entendez quand vous sortez acheter votre pain, se traduit quelque part dans la musique? Est-ce que Solo Piano 3 est un album germanophone en un sens? Je ne sais pas. Moi, je crois que c'est lié à qu'est-ce que ça ressort de mon personne quand j'habite quelque part. Et là, évidemment, c'est une influence. De vivre à Cologne, j'ai une vie de professeur de musique un peu. C'est une vie très très calme. Je marche beaucoup. C'est la première fois à Cologne que j'ai réussi à construire une vie personnelle. Jusqu'à Cologne, j'étais 24 heures, 7 jours, Chili Gonzalez. Et c'était bien pendant très très longtemps, mais à un moment je me suis rendu compte, peut-être qu'il y a une autre façon de vivre que je peux découvrir. Et je l'ai fait à Cologne. Donc j'ai cette association émotionnelle avec cette ville. Mais la langue, pas trop. Je suis toujours dans une bulle. Soit je suis à Paris, soit je suis à Cologne ou Montréal. Je suis dans une petite bulle that I made for myself. Et donc je suis pas sûr que des trucs comme ça me touchent d'une manière visible. Oui. Parce qu'il y a certains morceaux sonnent comme un dialogue en fait, mais qui n'évoquent aucune langue en particulier, mais plutôt il y a des morceaux vraiment où on a l'impression d'entendre des voix, quoi. Et vous entendez des voix? Ben oui, sûrement je pense, quand on fait des musiques pop instrumentales, il faut toujours penser à la phrase chantée. Chopin, il était comme ça aussi. Chopin, c'était quelqu'un beaucoup influencé, par exemple, par l'opéra. Et pour lui, il faisait des arias. C'est juste qu'il était au piano, qu'il n'y avait pas de chanteur. Et heureusement, parce que ça sonne mieux des fois, de suggérer la voix sans l'entendre. Il y a un autre truc avec Cologne, je crois que finalement c'est reproduit sur l'album. Et c'est un morceau justement qui est très chopinesque, je crois. Ça s'appelle Be Natural. Et ce morceau, parce que ma vie à Cologne, quand je vivais en Chili Gonzalez mode tout le temps, je vivais mon fantasme. C'est pour ça que c'était génial. I mean, who wouldn't want to live their fantasy for at least, 10 years, right? et finalement, j'ai accepté, disons, la réalité dans ma vie, de ce que c'est d'avoir une vie aussi normale que fantasmique, fantasmesque. Fantasmagorique. Fantasmagorique. Et c'est vrai que ça, j'ai entendu se reproduire dans la musique, dans le sens où j'ai commencé à laisser des notes un peu fausses. Donc avant, je crois que j'étais toujours un peu dans la... Je pouvais taquiner ou un peu tirer ou chatouiller un peu avec des fausses notes, mais toujours, j'ai voulu que ça reste tellement accessible. J'avais tellement envie de plaire. Je me suis toujours dit qu'avec la musique, il faut tout le temps résolver
ce qui n'est pas confortable. Et peut-être ma vie était comme ça aussi. Et du coup, j'ai trouvé un confort avec des parties de ma vie qui ne sont pas résolues, qui sont même compliquées, et de vivre avec comme si c'était juste natural. Donc, le morceau s'appelle Be Natural. Et en fait, Be Natural, c'est le nom de la note si bécard en français. Okay? Et le morceau est en... Quoi? Non, Non, dans la façon. Do bécard. Non, si bécard. Si bécard. Mais si, c'est do. Oui? Non? Non, non, non. Non, si comme en français. Ah si, si, pardon. Si, yeah, sorry. Désolé, alors fonctionnel total. Voilà. Et le morceau est en fa majeur, donc normalement le si, elle est bémol. Donc, quand la note est fausse, on appelle ça si bécard. Il faut spécifier. Et dans un morceau de Chopin, si on entend ce formule avec un fa majeur, on va le résoudre. Ça se fait souvent. C'est des tensions, résolutions mélodiques très populaires au 19e siècle. Mais j'ai construit mon morceau un peu comme ça. Donc, on commence. La première fois que j'ai composé, j'ai fait ça. Plus ou moins style Chopin. Mais avec le temps, avec cette année sabbatique, avec mon acceptance de la réalité, j'ai toujours voulu to delay that résolution. Donc j'ai fait de plus long, chaque fois. À quel point est-ce que je peux le laisser avant de le résoudre? À un moment, j'ai arrêté de le résoudre complètement. Et c'est là la version qui existe, Be Natural, et un jeu de mots qui veut dire quelque chose plus de juste le jeu de mots. To be natural, c'est comme dire à quelqu'un, please, can't you just be natural? Vous ne pouvez pas juste être naturel. En même temps, Be Natural, c'est la note, fausse note, en fa majeur. Et donc, d'accepter ça comme un point final, et pas juste un petit chatouillage ou un petit note dissonante qui va se résoudre, de le laisser, ben, ça c'est un peu le métaphore de ma vie à Cologne, je crois. Le fait que je peux vivre avec un si bécard dans ma vie de fa majeur. Voilà. This is Be Natural.
Est-ce qu'on peut parler un petit peu des dédicaces sur l'album? En fait, chaque chanson est dédicacée à quelqu'un. Est-ce que c'est venu au moment de composer? Est-ce que c'est venu après? Après. Vu que je compose un peu dans un flou que je crée pour moi-même, j'ai pas envie de penser à l'étape où ça retrouve les gens jusqu'au moment où c'est presque, ça arrive presque. Ça veut dire au niveau de finissage de mix, je pense au titre final. Souvent j'ai des idées. Be Natural par exemple, je l'avais en tête parce qu'elle est tellement serrée comme concept. C'était déjà un peu dans ma tête. Il y a des autres morceaux où c'est juste au dernier moment où je trouve le titre. Et dédicace, c'est aussi juste pour... c'est aussi un truc du 19e siècle. Les miniatures, ils étaient souvent dédiés à des gens, des mécènes, ou des amours secrètes, ou je sais pas quoi, plein de trucs. Et là, j'ai choisi des gens qui m'inspirent, pas que des artistes ou des musiciens, mais souvent des gens, des sous-chiens, des underdogs, right? Sous-chiens, you guys know that word, right? Des gens qui étaient originaux, qui ont voulu être pionniers ou pionnières dans un truc, et c'est des gens qui m'inspirent. C'est aussi pour donner un peu plus de
d'informations, peut-être pour certains auditeurs, comme mon papa, qui a toujours besoin de beaucoup d'informations avant d'écouter un morceau instrumental ou avant de voir une peinture abstracte comme un Mark Rothko. Lui, il préfère lire quelques petites phrases. Ah, Mark Rothko, il était en divorce quand il a... Ah, maintenant je comprends. Et j'ai vraiment de sympathie pour ces gens-là. C'est vrai que la musique avec des paroles, ça part littéralement souvent de quelque chose. On sait quelle image avoir. Donc j'en suis conscient. Je veux un public, pas que des initiés musicaux, pas que des gens qui connaissent déjà beaucoup d'instrumental. Je suis content si je retrouve quelqu'un qui me dise vous êtes le seul artiste pianiste que j'ai dans ma collection, sinon c'est que du rap et de l'électro, et c'est que vous. That's the biggest compliment I can get, parce que je veux être un homme de mon temps. Et je veux que... Ben oui, je veux que mon morceau passe bien. Si vous écoutez un playlist entre justement James Blake et Björk, que mon morceau glisse là-dedans comme si c'était un seul album un peu. L'album est construit en 3 groupes de 5 chansons. Oui. Vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi? Parce qu'au début, on pourrait se dire, ah, c'est comme une phase A, une phase B, mais là, il y a une phase C, et il n'y a pas de phase D. C'est troublant. Ben, c'est sur le piano 3, déjà. Ouais. Donc, je me suis dit, 3 parties, c'était pas mal. Et une fois que je me suis retrouvé avec 15 chansons, je me suis dit, intéressant. Est-ce que c'est possible de grouper 5 morceaux ensemble pour que ça fasse un peu comme une suite ou un groupe de 5 chansons? Song, cycle, whatever you want to call it. Après, je me suis rendu compte que j'expérimentais beaucoup avec le concept de la 3e main. Ça, c'est un truc aussi du 19e siècle, de l'époque Liszt et Chopin. Et c'est que les pianistes, en fait, ils ont voulu créer l'illusion qu'il y a une 3e main qui joue. Ça veut dire qu'ils commencent avec une espèce de texture. Je vous donne un exemple dans un moment. Mais j'ai voulu vraiment expérimenter, trouver si moi je peux trouver la 3e main. Vu que c'était sur le piano 3, je me suis dit, intéressant, il y a 5 doigts sur un main. 3 mains fois 5 doigts. Ça fait 3 suites ça fait 3 mains qui ont 5 doigts, 5 morceaux. Je sais pas, ça me paraissait juste que tout à un moment, everything came together. Et je sais pas s'il y a plus de signification à part, c'est satisfaisant d'avoir de l'ordre, des fois, dans le chaos. Et la numérologie, je me suis pas trop mis là-dedans, mais il y a un truc avec ce 3 x 5 qui me fascine. Souvent, je fais des medleys de 3, comme j'ai fait au début, j'ai joué 3 morceaux, ça marche aussi. Donc, ça me permet d'explorer autrement la construction d'un album. On est dans une époque où l'album n'est pas ce que c'était avant, face A, face B. Ça veut rien dire pour beaucoup de gens. C'est plus... how many songs in your playlist? Ouais. Plus. Mais en même temps, je me suis dit, peut-être ça permet de faire des nouvelles expériences, comme fait Kanye West en sortant des albums toutes les semaines de 7 jours, 7 morceaux, ou par exemple de dire qu'ils vont changer l'album une fois que c'est déjà sorti, parce que vu que c'est que maintenant sur des plateformes digitales, souvent dans le rap, ils peuvent sortir leur album et une semaine plus tard, rajouter un morceau, rajouter un couplet, changer un mix. Donc il y a plein de façons de vouloir expérimenter avec le nouveau paysage musical. Et là, je me suis permis de trouver une astuce qui faisait que la 3e main vivait d'une manière conceptuelle. Et c'est un peu ridicule en même temps, je sais, comme tout ce que je fais. Est-ce que quand vous avez composé le premier morceau de l'album, vous saviez que c'était le premier morceau? Non, pas du tout. Non. Ça, c'est beaucoup plus tard. Tout ce qui est un peu être mon propre DA, c'est vraiment... Il faut que j'ai du distance. Il faut que quand je rentre dans l'enregistrement, il faut que je suis seul. Je suis toujours l'artiste. Je ne suis pas entertainer encore. Je suis vraiment dans... me plaire moi-même, instinctif, mystère à moi-même. Je ne veux pas trop savoir ce qui se passe. Je veux juste y aller... je fais beaucoup de bœufs. Il faut que vraiment je suis dans un petit bulle. Et là, avec le temps qui passe, avec la distance, je deviens mon propre DA un peu. Et en plus, j'ai des gens qui m'aident, comme mon réalisateur Renaud Létang, et des amis, mes proches musicales, ma famille musicale, des gens comme Feist ou Moki. Et je fais des FaceTime avec eux, je joue les morceaux, je prends leur avis, leurs conseils pour un peu tout. Mais ça, c'est vraiment une période après que j'ai fini à enregistrer. Mais donc ça a une importance, quoi. Je veux dire, le dernier morceau d'un album, c'est très important.
il est soit un peu oublié, je pense notamment aux albums des Beatles ou... Tu sais ce qui est bizarre, c'est que, ok, ça c'est un bon exemple de je suis un mystère à moi-même jusqu'à que je suis mon propre DA et après j'apprends des choses sur moi-même. Tous les 3 albums, ils commencent en Ré mineur et ils finissent en Do majeur. Et ça, je ne le savais pas, les 3 albums là. Solo piano 1, c'est le premier et ça finit avec One Note at a Time avec un gros big C major. Et là, sur le deuxième album, c'est D minor encore. Et ça finit avec Papa Gabot. Et là, c'est Treppen. Et Whist qui finit. Je ne me suis pas rendu compte jusqu'à que je suis obligé à faire une espèce de truc qui dure à peu près 10-12 minutes qui s'appelle Le secret de Solo Piano 3. Et la raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est justement on faisait le vinyle. And it was like, shit, we only have face A, face B, face C. Qu'est-ce qu'on fait pour face D? Et je dis, je vais faire un petit masterclass sur les morceaux moi-même. Et donc j'ai commencé à penser et avoir de la distance sur moi-même. Et cette transition est géniale, de passer de la bulle à nous observer nous-mêmes. Et là, je me suis rendu compte, how is it possible that without realizing it, I started every album in D minor and ended in C major? Hasard ou coïncidence? That's the point. I don't know it, but probably deep down somewhere I do know it, you know. But it's not conscious. C'est pas conscient, c'est sûr. Et vous avez quand même pas la réponse? Non, à part, à force de le répéter en promotion, en interview, je commence à croire que c'était mon master plan. C'est ça, la psychologie de l'être humain. Tu vois, je dis, ah oui, bien sûr que je commence en Ré mineur et je finis en Do majeur. C'est l'histoire de la mélancolie qui se résout Non. Est-ce que juste maintenant que vous le savez, vous pourrez une fois que vous l'avez découvert, ce sera compliqué maintenant s'il y a un solo piano 4. Il pourra pas commencer. Il faut refumer les joints. Okay, je vais donner un exemple pour la 3e main, pour October 3rd. Et là, je construis avec les 2 mains une espèce de truc d'arpège. Ça, c'est un truc un peu... Toi, tu me disais, quand on discutait, ça te fait penser un peu à une boîte de musique, ça, non? Un peu. Oui, je disais que c'était comme deux petites voix qui seraient... ah non, ça c'était le... Oui, il y a quelque chose de très enfantin de Prime Sautier. Ouais, et là, donc c'est des arpèges. Et je crois que psychologiquement, l'auditeur entend les 2 mains.
C'était un peu de solo piano 1 qui a spontanément glissé là-dedans. Comme ça vous est venu, vous aviez prévu? Non, j'ai senti qu'il fallait un morceau comme ça. Ben, je prépare beaucoup, je prépare en discipline, je prépare en respect pour le processus, mais le moment qu'on monte sur scène, évidemment, il faut déchirer tout ce qu'on a planifié, ou être prêt à le déchirer. C'est très rare que ce que je prépare en amont reste, parce que les facts on the ground changent, comme on dit. C'est ce que vous avez essayé d'apprendre à vos élèves
du conservatoire. Ah oui, on n'a j'imagine. pas trop discuté le conservatoire. Ben, exactement. Après les études, après solo piano 1, quand j'ai voulu aller plus loin dans le partage, en fait, j'ai lancé un appel des candidatures pour en choisir 7 musiciens qui représentent un peu tous mes intérêts musicaux. Il y avait un saxophoniste de jazz ukrainien, avec un rappeur de Houston, une française qui avait une éducation très classique, aux guitares classiques. Elle s'appelle Aïtoua, elle habite à Reims, je crois. Il y avait un percussionniste autrichien, il y avait une espèce de singer-songwriter argentinienne qui a fait beaucoup penser à Feist pour moi dans ses débuts. Il y avait une performance artist de Chile qui s'appelle Dadalou, qui était déjà sans peur pour monter sur scène, mais peut-être qu'il y avait une autre faiblesse que les autres. Donc je sais que tout le monde puisse compenser pour les autres et qu'ils sont forcés à trouver ces points communs entre les styles, les époques et les cultures. C'est une espèce d'humanisme musical qui était obligé à être trouvé par les étudiants parce que c'était beaucoup de pression contrôlée, évidemment. J'ai parlé beaucoup le fait que je crois beaucoup que la pression, si on l'utilise d'une manière careful, ça peut vraiment ressortir le meilleur des gens. Et donc j'avais des egg timers, vraiment 10 minutes. Et I said, you have 10 minutes to write a song using only 2 notes. Go! Et du coup, le saxophoniste et le rappeur se retrouvent. OK, we have 10 minutes. Et après, il faut le jouer devant les autres. Et évidemment, on filmait. Donc, c'était pas télé-réalité, mais il y avait quand même un élément de dire, ben, si la pression est multipliée, on peut avoir encore on peut encore apprendre des choses. Et ils ont tout joué le jeu. Heureusement, j'ai tout payé, je les ai invités. Donc, on a découvert quelque chose ensemble. Je les ai dit, je vais essayer des choses, peut-être je vais aller trop loin, il faut me dire. C'était le premier conservatory, j'ai envie de faire ce projet tous les ans, jusqu'à que j'arrive à trouver une vraie méthode pour que les gens puissent arriver à aller sur scène et trouver ces moments authentiques, trouver les moments pour mieux ou le pire, de travailler avec tout ce qu'on a dans la salle, toute l'énergie, ce qu'on a, tous les problèmes techniques par exemple, tous les bébés qui pleurent, tous les gardes de sécurité qui traversent au milieu des morceaux super sensibles, merci monsieur. Voilà, it's all happening, it's reality, il faut jouer avec. La seule chose qui est missed opportunity, c'est de préparer tout dans la discipline et après, n'importe quoi qui se passe, de faire ce qu'on a planifié. That's never gonna work. Les interactions humaines ne sont pas comme ça. C'est comme aller sur un premier rendez-vous avec quelqu'un dont on a le béguin et on choisit tout ce qu'on va dire en amont. OK, I'm going to say this, then I'm going to make a joke, then I'm going to open up about my childhood. Non, on ne peut pas faire ça. Ben, peut-être il y a des gens qui font ça, mais I'm not that kind of performer. Voilà. Et ça vous arrive d'être extrêmement déçu par la réalité ou vous arrivez toujours à en faire quelque chose de créatif que vous... Ben, si le show est authentique, c'est vrai. Ben, il y avait un show à Hambourg. Des fois, je fais monter des gens sur scène pour faire des petites leçons de musique. Il y avait un monsieur qui ne voulait pas venir. Et donc, quand quelqu'un ne veut pas venir sur scène, il y a plusieurs techniques. Déjà, on essaye peer pressure. Donc, on essaye, vous ne voulez pas que le monsieur monte pour faire une leçon? Et toute la foule, ils font, ouais! Normalement, cette pression qui est affective et gentille, ils se sentent soutenus par le public, donc ils viennent. Lui, non. Donc j'ai tout essayé. Pourquoi vous n'avez pas choisi quelqu'un qui voulait venir? Il y a un petit sadisme. Yes. Yes. J'aurais pu choisir de faire ça. Je ne sais pas exactement pourquoi. C'était il y a longtemps. Je ne suis pas sûr que je ferais pareil aujourd'hui. Mais le show est devenu vraiment on a cassé le 4e mur, même le 5e. Et... on est arrivé à un point vraiment où c'était presque Sac du Printemps en 1913. C'était presque une émeute. Il y avait des gens qui disaient « We like your music, not your statements !» C'était l'Allemagne. Et j'ai pas réussi à faire monter ce monsieur. Et à un moment, je me suis dit « Ok, je suis en défaite. Je peux rien faire à part partir, en fait. » C'était vers la fin, c'était dans le rappel. Et donc, j'ai quitté la scène et j'ai laissé ce qu'on appelle en anglais
awkward energy. Ce qu'ils appellent en Allemagne Fremdschämen. Ça c'est la honte pour l'autre, Fremdschämen. Et j'ai laissé cette énergie passer, et maintenant quand je vais à Hambourg, tout le monde m'en parle tout le temps. C'était le concert préféré de plein de gens, parce que c'était vrai, même si c'était ma défaite, même si c'était ma frustration à ne pas pouvoir réussir à mon sadisme affectif avec ce monsieur. Je ne sais pas exactement psychologiquement ce qui s'est passé, mais c'était un moment très authentique, peut-être un peu trop extrême. Mais maintenant, je peux vivre ces moments en concert plus contrôlés. Et... Est-ce que c'est la fin? Je crois, c'est ça. Wow, they're so wonderful here. Non, mais c'est pour tout le magasin, c'est pas que pour nous. C'est la fin de la journée, quoi. We're not leaving! Vous savez, j'ai joué 27 heures une fois, j'en suis capable. J'en suis capable. Fnac stays open! Fnac stays open! Everyone! Fnac stays open! Fnac stays open! Okay, man. Fnac stays open! That is something. Okay. On finit comment? On finit, moi j'ai une question, une dernière question, c'est que bon, c'est le 3e solo piano, soi-disant c'est le dernier, moi j'y crois à moitié, mais bon. Ça fait longtemps que vous n'avez pas fait un album de rap. Ben, Jay-Z, en parlant de dire que c'est la fin, ben, il a fait la retraite, je crois, 3 fois. Ouais. Et il est toujours là. Donc, never say never pour solo piano 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais c'est vrai que le rap, j'aime bien faire mes morceaux de rap. J'en écris pas tellement, j'avoue. Depuis 8 ans, j'écris un seul morceau de rap qui s'appelle Not a Musical Genius. Je crois que le rap était lié à ma vie de fantasme. Maintenant que je vis un peu plus dans la réalité, les paroles de rap ne me viennent pas naturellement. Et le seul morceau que j'ai fait, c'était un peu pour exploser la bulle de fantasme en disant finalement, I'm not a musical genius. Donc même le seul morceau que j'ai réussi à écrire en rap n'est pas vraiment un morceau de rap finalement, parce que ça expose le fantasme pour quelque chose de éphémère qui n'est plus là. But tonight, sans vouloir amener un beat machine, je me suis dit, c'est quoi le beat machine peut-être que les gens puissent reconnaître s'ils connaissent plus la musique classique, par exemple. Et donc j'ai pensé à ce métronome, okay? Parce que ça, c'était la première invention dans le 19e siècle. Great. Donc là, je vais parler un peu anglais, again, because rap is an American art form, as you know. It is, you know, rap in other languages is not something I can listen to deeply because I miss the details and the deep subtlety of... So I don't know French rap or German rap very well. I don't have an opinion on it. I don't know. But in English rap, of course, it was always about beats and rhymes, right? And this is the Vous avez beat. besoin de traduction? No, come on, we're in Macron's France, baby. English is totally fine now, right? Make the planet great again, you know? Come on. Okay. So, you know, beat and rhyme, right? Beat is the mechanical perfection that no human can ever actually reproduce. But rapping is very human, very fragile, very alive. So this is kind of like man or woman versus the machine, I would say, is what rap really is. Now, I'm a pianist, of course. It's what I think people prefer me to do. Most people might like me to shut up and play the piano, for example. But I persist in rapping because I want to be a man of my time, even though I ask myself, you know, who wants to hear this, right? Who really wants to hear this guy, this 46-year-old, hairy, three-quarters Jewish Canadian, who, wearing slippers, sweating, who wants to hear this, right? Does anybody want to hear this? Like, what's the point of all this? Like, what exactly do you call this? Like, really, what is this? Good for business? Would you buy it for some kids for Christmas? It's not a song if you can't hum it, if it doesn't tickle your brain or your heart or your stomach. You can't dance to it useless. Tell me who would use this or confuse it with music. It feels mindless, like nothing's behind it, which could be defined as a minus. It's just a little bit too clever, too much.
effort. So is it worth a listen or worth missing? Would you call this the work of a musician? Am I kidding? If you can't stand rap, change where you're sitting. So full of it, full-time bullshitting, filling up a notebook is so fulfilling. See, I'm self-created. I took my inner Larry David and exaggerated it. Plus I wanna be Tony Soprano, but I'm better known for tones on the piano. So the question is, why rap? And if I pick a fight, would you fight back? The great minds of this lifetime, I believe the next Einstein will write rhymes. The great minds of this lifetime, I believe the next Einstein will write rhymes. Great minds of this lifetime, I believe the next Einstein will write rhymes. Bitch. Thank you, that's C'est une parfaite conclusion. I think it's That's the when end. you drop the mic. Je suis trop poli, mais... Ouais, on va pas dropper le microphone parce qu'on a déjà traumatisé, remis bien assez. But how about a hand, of course, for the FNAC for having me. Thank you. For my friend Clémentine Gonçal. Thank you for being here. Merci beaucoup. On est prêt. Elle est bien celle-là. Qu'est-ce qu'elle a ma photo? Elle est bien. Elle est bien celle-là. L'appareil prêt à partir. Alors là, quand elle sort.